Bonjour et bienvenue au podcast Oser. Je me présente Abby Gerba, présidente et designer de la ligne de vêtements pour femmes d'affaires Gazelle. Je tenais aussi à commencer en remerciant les partenaires grâce à qui ce podcast est possible, donc EY, Sun Life et la banque RBC. Très heureuse de recevoir aujourd'hui mon invitée Véronique Dicker. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vraiment très contente. Mais ça me fait plaisir parce que d'abord et avant tout, je suis fan de tes vêtements, je suis fan de ta ligne de pensée par rapport à tout ça. Puis ça me fait vraiment plaisir de venir jaser avec toi aujourd'hui. Merci. Je vais te présenter quand même parce que pour ceux qui te connaissent oui, pas, bien sûr. T'es chanteuse, t'es chanteuse, on t'a découvert tes talents. On a découvert tes talents d'imitatrice en 2007. En 2008, ta vie a un peu changé parce que Céline et Feu René Angélil t'ont invité à faire leur première partie au Centre Bell. Puis là, c'est vraiment un gros résumé, là, mais ta vie a un peu changé à partir de ce moment-là. Depuis, tu remplis les salles ici au Québec, en Europe. Tu as eu ton spectacle Voice à Las Vegas avec 145 prestations. Wow, bravo. Merci. Vraiment, bravo. Écoute, je vais commencer directement en parlant de trouver sa voix parce que tu as trouvé ta voix dans la voix des autres. Oui. Tu sais, des fois, on a des rêves qui se réalisent, oui, mais pas nécessairement comme on l'avait prévu. Est-ce que devenir imitatrice, au début, c'était difficile? Est-ce que embrasser ce succès qui était relié à interpréter d'autres personnes, c'était difficile? Mais tellement. D'abord, d'accepter le fait que j'abandonne d'une certaine façon mon rêve qui était de devenir chanteuse, que je le mette de côté pour m'en aller en tant qu'imitatrice. Ça a été un été complet à essayer de me convaincre de déjà penser à peut-être faire des imitations. Parce que moi, des imitations, je le faisais pour faire rire mes amis, dans ma famille. Je l'avais fait un peu au théâtre, un peu à la télévision. Puis pendant un été, je me souviens, là, on avait des amis avec qui on a passé cet été-là, là, puis je dirais que c'est comme 2006-2007, puis il arrêtait pas de me dire « Véronique, faut que tu fasses des imitations. Vas-y, lance-toi, tu sais, vas-y, essaye-le. » Et moi, je refutais un peu cette idée-là parce que je me disais, bien, je suis pas drôle. Puis deuxièmement, c'est juste pour le fun de faire ça. Puis je voyais pas une carrière. Je me voyais pas avoir une carrière en imitatrice. Je pensais pas que c'était possible. Tu sais, on a eu des grands imitateurs au Québec, mais d'avoir des longues carrières d'imitateurs, on a moins vu ça. Tu sais, on a plus vu ça dans les années 60, 70, 80, comme M. Moreau, qui, lui, faisait une carrière d'imitateur, mais il imitait des gens politiques, était plus, son répertoire était plus avec des gens politisés. Mais moi, je me dis, mais non, je veux pas faire de jokes de politique, je suis pas du tout là-dedans. Oui, je peux juste chanter, mais je fais pas beaucoup de voix parlée. Je voyais aucun intérêt à faire ça. Les imitatrices sont souvent... Il faut avoir une très bonne voix, une belle voix pour pouvoir imiter ce grand répertoire-là. Est-ce que tu considères quand même que tu es une chanteuse? Mais en fait, quand j'ai comme plongé, c'est là que je me suis rendu compte que j'étais encore plus chanteuse que je l'avais jamais été parce que de trouver une voix comme... tu sais, comme Céline Dion, Mariah Carey, trouver des voix, d'essayer d'avoir la texture puis la sonorité de Whitney Houston, Edith Piaf. Tu sais, c'est très demandant vocalement. Puis c'est là que je me suis rendu compte que, oh my God, j'étais encore plus chanteuse que je le pensais. Puis j'aurais jamais pensé que mon rêve de chanteuse allait se modifier comme ça allait le faire. Puis ça allait prendre autant d'expansion. Puis... Mais à travers des imitations, c'était vraiment bizarre, cette espèce de réalisation-là de... Oh my God, est-ce que je laisse tomber ma carrière de chanteuse? Est-ce que... Finalement, à partir du moment où je suis comme plongée puis que j'ai vu qu'il y avait un certain succès, on dirait que ça a été... Tu l'as assumé. Ben oui, je l'ai assumé parce que c'était beaucoup moins angoissant de voir qu'il y avait une réception positive, ça, c'est clair. Mais je me disais, OK, ben let's go. Tu sais, mon rêve s'est modifié, puis... Je l'ai accepté, puis à partir de ce moment-là, ben ça a comme pris beaucoup d'expansion. Tu sais, j'ai dit tantôt que René et Céline ont eu un grand impact dans ta vie. Ouais. Tu sais, ils t'ont pris sur leurs ailes, puis ils ont dit on veut t'aider dans ta carrière. Je pense que c'est le rêve de tous les artistes, en fait, de faire dire ça. Tellement. par eux. Les grandes opportunités viennent souvent avec
des grandes remises en question. Quand ils t'ont dit ça, est-ce que tu étais prête? Est-ce que tu t'es dit pourquoi moi, ou tu t'es dit les autres vont se demander pourquoi elle? Ah, mais oui, il y a tout ça hein, dans cette réflexion-là, je pense. Il y a, voyons donc, pourquoi toute cette belle chose-là m'arrive? Qu'est-ce que j'ai fait dans la vie pour que ça m'arrive? Tu sais, il y a cette réflexion-là. Puis après ça, ben il y a le fait que, bon, oui, M. Angélil puis Céline, quand ils ont décidé d'accepter de me donner un coup de main dans ma carrière, bien, ça a été un privilège énorme. Mais c'est sûr que le soir, je me souviens, quand on est revenu à la maison, puis quand je parle du on, je parle de moi et Raymond, qui est mon conjoint, mais aussi mon manager. On est revenu à la maison, on s'est pas parlé là, du Centre Bell jusque dans les Laurentides. On s'est pas parlé parce que... Puis quand on est arrivé à la sortie, puis on est arrivé à la maison... On s'est dit, ouais, notre vie va changer, hein? Puis on s'est dit, ouais, ça va probablement changer pour le mieux, on l'espérait. Puis ça s'est avéré que oui. Est-ce que tu étais consciente à ce oui, j'étais très consciente. Oui, puis non. Je pensais pas que ça irait aussi vite. Parce que moi, à partir du moment où j'ai fait le Centre Bell en 2008, je commençais en 2000... Bon, donc, j'ai commencé en 2009 à faire des spectacles au Québec. Fin 2010, début 2011, je m'en allais en France. Je faisais l'Olympia 1 an plus tard. Après ça, je partais en tournée. Ça est arrivé très, très, très rapidement. Toute cette ascension-là, ça a été vraiment vite, là. Puis moi, mon ascension, je le compare souvent à une ascension du Mont Everest. J'ai sauté une coupe de paliers, là, d'acclimatisation. Mais j'aime ça que tu dis ça parce que l'ascension, on a toujours un peu cette image de monter vers le sommet, mais des fois, bon, il y a des paliers, des fois, on recule, des fois, on abandonne, des fois, on recule pour avancer. Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé de laisser du monde à des paliers parce qu'il fallait que tu t'allèges pour continuer à monter? Oui, puis c'est pas... Des fois, c'était des décisions que moi, je prenais de laisser tomber ces personnes-là ou de les laisser ou de leur faire réaliser qu'ils pouvaient peut-être pas continuer. Pourquoi? Mais parce qu'à un moment donné, tu te rends compte que ça tire ton équipe vers le bas. Puis il y a des fois des choix puis des décisions à prendre pour le bien de ton équipe en général, de peut-être laisser aller certaines personnes. Parce qu'à un moment donné, tu te rends compte que tu n'es pas capable d'aller plus haut puis que cette personne-là te suit pas nécessairement. Parce qu'elle croit pas ou parce que... Parce que peut-être que c'est... Non, il y a des personnes que... Non, c'était pas parce qu'ils croyaient pas, c'est qu'ils... Tu sais, nous, on s'en allait vers quelque chose de... Comme par exemple Las Vegas, c'est pas tout le monde qui a pu nous suivre pour Las Vegas. C'était comme une grosse étape, là. On s'en allait vivre là-bas. Puis il y a des gens qui ont des familles, donc déjà, il y a des raisons familiales pour certaines personnes. Il y a des raisons aussi simplement d'intérêt. Puis il y en a d'autres que des fois, tu te dis, ben il faut qu'on monte d'un step, es-tu capable? Puis on se rend compte que cette personne-là n'est pas capable. Mm-hmm. Donc, on la laisse... à ce palier-là, mettons. Mais il y en a d'autres qu'on rencontre à cette montée-là aussi qui fait que, hey, non, moi, je vais faire un bout de chemin avec vous autres parce que moi, ça me tente puis que j'ai envie d'amener le projet plus loin. Donc, ça, c'est le fun. Mais oui, il y a eu des décisions à un moment donné de laisser tomber des personnes puis d'en amener avec nous autres. C'est pas toujours facile. Mais en même temps, c'est ton objectif à toi, fait que t'as pas le choix, puis t'as bien beau être gentil, puis de dire, OK, on veut garder tout le monde, mais ça, à un moment donné, toi, t'as comme objectif d'aller un petit peu plus haut, puis que t'es retenu par du monde, puis que tu les aimes, puis que tout ça, mais que ça t'empêche de monter, je trouve que c'est pas les bonnes raisons. Mm. Puis moi, j'ai la chance d'avoir un conjoint qui a été directeur dans les ressources humaines d'un cabinet d'avocats très haut placé à Montréal, puis après ça, dans une université plus tard. Il a géré le monde, il a géré des gens. Puis ça a été une grande force de notre couple et de notre team, Harry puis moi. C'est-à-dire qu'on a pu bénéficier de ses connaissances de ressources humaines pour faire réaliser aux personnes ou de jaser ou de faire avancer ou de laisser des personnes de côté, toujours en bien, tu sais, en bonne et due forme pour que ça soit bien fait. Mais oui, mais il y en a qui carrément venaient nous dire « Moi, je peux pas continuer, je m'excuse, c'est trop.
ma famille. Puis il y en a qui ont laissé, puis on a repris plus tard. Il y en a qui m'ont dit OK, je suis allée vivre mon expérience, mais je me rends compte que quand je vivais avec vous autres, j'aimais beaucoup ça, même si c'est beaucoup de temps. Est-ce que je peux revenir? Puis on faisait ben oui, let's go, on continue, on avance. C'est vraiment une belle image, je pense, la montée, parce que tout ce que tu viens de me raconter, c'est vraiment moi, monter vers le... Je trouve que c'est facile d'expliquer ça, cette montée-là d'Everest, par rapport aux gens qui m'accompagnent aussi. Quand je parle de mes objectifs de prochaine tournée ou de mes objectifs de carrière, que ce soit pour Las Vegas, que ce soit pour la France ou que ce soit pour le Québec, souvent, j'ai cette talk-là avec les gens qui m'entourent de me dire « OK, là, ça sera pas facile la prochaine étape. Est-ce qu'on continue ensemble? Est-ce que... » C'est des discussions qu'on a souvent avec les personnes qui nous entourent. Puis, moindrement qu'il y a des doutes de leur part, bien, on est là à les écouter, puis on leur dit rapidement, OK, bien, dites-nous-les rapidement, parce que là, on a 100 dates qui s'en viennent, on a 100 représentations. C'est le temps, là. Là, c'est le temps, là. Laisse-nous pas après la 11e, puis que là, on se retrouve, puis que là, on est dépourvu, puis que... Parce que c'est pas juste c'est pas juste toi qui prends cette décision-là. Il y a une répercussion, c'est comme un tsunami, hein? Il y a une répercussion par rapport à ta décision que tu vas prendre plus tard. Puis ça, c'est important que tu nous le communiques assez rapidement. Dans le processus, en tout cas. J'ai envie de parler d'affaires. Parce que je sais que tu as fait des centaines d'entrevues en tant qu'artiste. J'ai envie de parler maintenant à la femme d'affaires. Parce que je dis femme d'affaires parce que, sincèrement, je vois beaucoup de ressemblances entre ce que tu fais et ce que je fais. En tant que designer, beaucoup de monde pense que la majorité de mon temps est dans la création, puis dans les nuages et tout. Tandis que la majorité de mon temps est vraiment dans la gestion, dans le développement, dans le financement, dans l'idée, dans le marketing. Puis, il y a beaucoup d'étudiants qui me disent, tu sais, moi, j'aime créer, mais les finances, la comptabilité, c'est pas trop mon truc. Puis, je suis comme, mais créer, c'est bien, survivre, c'est mieux. Oui. Est-ce que tu penses qu'on sous-estime un peu cet aspect-là de notre métier? De ton métier? Moi, la première affaire qu'on a faite quand on a rencontré M. Angélil, puis qu'on s'est dit, OK, on est maintenant associés, on s'est assis à une table à son bureau, puis là, il y avait un monsieur qui est venu nous expliquer comment ça fonctionnait, la vente de billets. Puis là, à côté de ce monsieur-là, il y avait un autre monsieur qui, lui, là, il rentrait toutes là, les données, les chiffres, les ventes de billets, si on vendait notre billet à temps, voici ce que ça voulait dire au niveau de notre budget. Puis si on a ce budget-là, voici combien on peut investir dans notre show. Puis si on peut investir tant, on peut avoir tant de personnel. Et moi, j'ai été un peu comme pitchée là-dedans parce que moi, à l'école, premièrement, les mathématiques, c'était pas du tout mon fort. Mais j'ai été un peu forcée, puis je me suis forcée à le faire. Puis c'était une décision que Raymond et moi, on a prise ensemble parce que il disait, Véronique, là, c'est important que tu sois juste au courant pour que si dans ta création, tu veux comprendre qu'est-ce qui va t'arriver, qu'est-ce qui va te garder, qu'est-ce qui va te rester au bout de cette aventure-là financièrement, je pense que c'est important que tu comprennes où est-ce qu'on s'en va, puis qu'est-ce qui va te... Tu sais, comment on va investir les choses. Fait que tu veux un mur de LED, là, d'éclairage incroyable en arrière de toi, bien, voici les répercussions financières, voici combien ça coûte, voici les options qu'on pourrait prendre. Puis moi, c'est sûr qu'au début, c'est une charge émotive parce que t'es l'artiste, puis toi, tu veux être dans la création. Puis tu veux faire comment? Non, laissez-moi créer. Puis tu veux comme un peu avoir... tu sais, tu veux pas être prise... moi, je voulais pas avoir ces contraintes-là, mais je trouvais ça super important quand même d'être au courant de ça. Mais il y a eu des histoires quand même, d'histoires d'horreur d'artistes qui se sont passées. Puis, mais oui. Tu te dis ça, mais ça prend quand même une certaine humilité d'être autour de la table puis de dire... J'ai pas compris, pouvez-vous... Mais... Parce que, tu sais, c'est facile de dire, il faut s'entourer, mais il faut aussi être capable de t'entourer puis qu'on t'explique, puis avoir l'humilité de dire, peux-tu répéter? J'ai pas trop compris de quoi tu me parles. Mais certainement, parce que moi, je pense que l'erreur, des fois, des artistes, c'est de... Puis ça, je trouve que c'est une méthode qui est ancienne un petit peu. Tu sais, à l'époque, on avait un gérant, puis ce gérant-là, en tout cas, je parle pour mon métier, les gérants de chanteurs...
Il s'occupait de tout. Là. Tu sais, là, il s'occupait de la styliste, il s'occupait de comment tu t'habillais, il s'occupait de ton portefeuille, hein, un peu. Mais là, je pense que c'est plus ça. Les artistes s'autoproduisent, ils s'équipent eux-mêmes dans leur maison, ils peuvent faire un EP, un album dans leur sous-sol, puis que ça sonne comme des tonnes de briques, comme on dit chez nous, là, dans notre langage là, de chanteurs de musique. Puis... Mais en même temps, je pense qu'il faut quand même que ça devienne des mini-entreprises parce que il y a des subventions à aller chercher, il y a des contrats, il y a des choses qu'il faut être au courant pour se protéger aussi en tant qu'artiste, tu sais. Mais je trouve ça intéressant parce que ça m'amène à l'autre question que je vais te poser parce que t'es en train de développer des nouveaux talents dans ta palette. Ouais. Puis, écoute, on a beaucoup parlé du cancel culture. Moi, j'ai envie de parler du next culture. Je ne sais pas si ça existe, mais si ça n'existe pas, je l'invente. Je pense, entre autres, à cette... la longévité qui est très courte dans le domaine artistique et la vitesse à laquelle on crée des artistes et puis ils disparaissent, puis toujours être à la recherche de la prochaine star. Est-ce que c'est quelque chose qui te préoccupe, qui te stresse? Mais oui. Oui, parce que, tu sais, moi, quand je me souviens, j'avais gagné un concours en Ontario qui nous donnait une bourse de 10 000 $. Puis je pense que j'avais... Quand est-ce que j'ai gagné ça? Je pense que j'avais 16-17 ans. Et je me rappelle, après le concours, on se dit toujours, OK, on va aller manger à tel restaurant, tous les artistes ensemble. Et moi, je me suis arrêtée en plein milieu du boulevard à Ottawa, je me souviens plus lequel, et je suis partie à pleurer. Puis Raymond, il dit, mais pourquoi? C'est le plus beau moment de ta vie, pourquoi tu pleures? Je dis, oui, mais moi, je veux pas faire comme les autres, je veux que ça marche, mon affaire. Je veux pas m'asseoir sur ce prix-là, puis de faire « je vais faire un démo », puis parce que tout le monde empruntait un peu ce parcours-là de faire un démo, parce qu'évidemment, avec ces sous-là, tu te dis « ben je vais les investir, je vais me faire un démo pour aller me faire signer par une compagnie de disques ». Et là, moi, je me suis mise à pleurer. Je dis non, c'est pas vrai que moi, je vais prendre cet argent-là, je vais faire un démo, je vais faire comme tout le monde, puis que là, ça va passer, là, puis que je ferai plus ça, puis... Donc, avec Reeds, ben excellent, on va structurer, puis on va s'assurer qu'il y ait une certaine longévité avec ça. Dès le départ, je pense que ça me hantait. Parce que moi, j'en voyais trop avoir des hits puis avoir du succès flamboyant. Mais qu'est-ce qui arrive dans le flamboyant? C'est que c'est un beau feu, mais que ça s'atténue rapidement. Puis moi, je voulais pas ça. Moi, je voulais absolument durer. Donc, je suis encore à travailler sur mon succès, donc ma longévité. Parce que moi, le succès, c'est la longévité. Moi, une Ginette Renault, un Jean-Pierre Ferland, les artistes qui sont encore à jouer, encore à chanter à leur âge avancé, mettons, pour moi, c'est ça, la définition d'un succès. Parce que j'en voyais beaucoup là, autour de moi, même. Tu sais, j'en ai eu un succès, le Feel Happy à la radio. Là, ça a tourné. Ça a été un beau succès, mais pour moi, je me disais, c'est pas bon, ça. C'est pas bon parce que ça, faut pas que je m'accroche là-dessus. Parce que si je m'accroche là-dessus puis que je pense que ça va me faire amener plus haut, c'est pas bon. Parce que j'en avais trop vu avant moi faire ça. Puis toujours en train de penser au prochain move. Ah, tellement, tellement, tellement. Tu sais, le star system québécois est quand même assez petit. Là. Tout le monde se partage une petite part de gâteau, puis elle est de plus en plus petite. Est-ce que des fois, avec tout justement ton succès que tu as eu à l'extérieur, on a parlé de Laurent, on a parlé de Las Vegas, quand tu revenais au Québec, il y avait une certaine gêne de trop briller. Il y a toujours cette petite... Tout à fait. Ouais. Puis c'est pas parce que les autres me le faisaient sentir. Au contraire, les gens étaient toujours très, très contents, mais j'étais timide un peu de ça, oui, effectivement. Je le suis encore, mais je me dis, je le suis encore, puis je me pose la question encore, pourquoi je le serais, tu sais? C'est quoi qui te rend timide? Bien, c'est toujours cette espèce de notion de, je pense, de star system, là, qu'on s'imagine que, tu sais, que, je sais, cette espèce de hiérarchie-là, que, je sais pas, je voudrais pas que mes amis avec qui j'ai travaillé, que j'ai chanté,
qu'on se retrouve du jour au lendemain, qui me voient différemment. Puis ça me gêne de penser que les gens avec qui j'ai chanté à Saint-Jean-Baptiste à l'époque où je commençais, mettons, que là, parce que j'ai ce succès-là, qui me voient différemment. Donc oui, j'étais timide parce que je me disais... Je voulais pas changer, mais ça n'a pas changé tant que ça à partir du moment où, quand j'arrivais et que je lâchais un peu mon moi, je me rendais compte que ça brisait un peu tout cet aspect-là. C'est sûr qu'il y a eu des moments où il y a eu des échanges comme « Wow, hein, c'est impressionnant, Véronique, qu'est-ce qui se passe? Hein? » Puis oh, « T'es donc bien, c'est hot, hein? » Puis je disais « Oui, c'est hot. J'assume pleinement là, que j'ai fait l'Olympia, que j'ai rencontré plein d'artistes, de grands artistes, que j'ai fait X Factor, puis que Beyoncé m'a chanté d'en face, puis que, tu sais, j'assume pleinement. Tu l'as vu comment tu l'as... Je l'ai vu, oui, ouais. Je l'ai pris. Mais après ça, je me définis pas juste par ça. Donc, après ça, j'ai compris un petit peu. Mais cette timidité-là a duré, je pense, un été de temps, là, tu sais, parce que je pense que cet été-là, je vivais beaucoup de choses en même temps. J'avais le show de Las Vegas, j'avais le show du Québec, j'avais le show de la France, tout en même temps. Je pense que ça a été comme une surdose de plein de choses. Puis aussi, on me traitait différemment aussi en France, entre autres. Tu sais, à un moment donné, on a commencé à vouloir me donner des chauffeurs, là, puis d'avoir... T'étais pas à l'aise? Bien, j'étais pas à l'aise du tout, moi, là, de vivre cette espèce de vie-là, d'avoir un chauffeur, puis je l'apprécie, merci beaucoup, mais j'étais pas du tout à l'aise. Moi, je me suis rendu compte que oui, ça peut être le fun pendant 2 secondes, mais après ça, tu te rends compte que dans la voiture, t'es là, puis tu peux plus parler, puis que tu... Il y a quelqu'un qui t'écoute. Ben oui, t'es toujours gênée, puis j'étais pas très à l'aise avec cette relation-là et ce service-là de la star. Je préfère être un peu plus... Puis je me suis toujours rappelé d'une histoire aussi, que Jean-Jacques Goldman, là, quand il allait faire ses shows là, dans des Bercy remplis là, à 20 000 personnes, là, lui, il repartait avec son scooter, là, avant même que tout le monde sorte. Puis là, il n'y a personne qui savait qui s'en allait. Il n'y avait pas de chauffeur. Puis ça, moi, ça a été une grande leçon de vie de savoir ça, de cette personne-là. Je me suis dit, wow, OK, lui, dans le fond, c'est pas que ça. La vie, c'est pas que ton succès non plus. Mais c'est facile de se perdre. Tellement. De se perdre là-dedans. Ah, c'est tellement facile de se perdre parce que on est tellement... ça peut... Surtout, je te dirais en France. Parce que le star system, il est tellement mis sur un piédestal de tout le monde, de monsieur, madame, tout le monde. Tu reçois tout à coup des choses gratuites. Les gens, t'es invité dans des parties, t'es invité dans des soirées, puis ça peut devenir très, très, très rapidement envoûtant, puis t'amener dans la mauvaise voie tellement, tellement, tellement que... Ouais. Puis moi, je me disais tout le temps, comment je vais expliquer ça à mes parents, tu sais? Comment je... Ah, mais c'est beau de... En fait, on dirait que tu as toujours cette réflexion-là de pas te perdre. Certainement. Comment je vais dire à mes parents, moi, là, que j'ai bu un champagne de je sais pas combien de milliers de dollars, là, tu sais? Je me dis, non, là, on va se calmer, là, le pompon, là, puis... Pour moi, c'est important de toujours penser à eux autres. Parce que dans le fond, là, quand je reviens à la maison, là, je suis moi... Tu sais, j'ai ma chemise carottée avec, puis je vais me bûcher du bois avec ma chaîne de ça aussi, puis je suis ça aussi, tu sais. Mais c'est beau, mais je pense que, comme tu as dit, c'est peut être facile de se perdre, fait que toujours avoir soit toi-même ou des gens autour de toi qui te ramènent à l'ordre ou à la réalité de Véronique, en fait. Tu sais, ton métier, il y a du positif, il y a du négatif. Le positif, c'est que tu reçois beaucoup, beaucoup d'amour, une grande dose d'amour du public. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il y a aussi un nouveau côté négatif qui est arrivé. Que c'est peut-être pas égal, mais une grosse dose de commentaires négatifs ou blessants ou juste pas pertinents qui arrivent sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu penses que tout le monde devrait donner son opinion? Que tout le monde a droit à son opinion? Non. Okay. Moi, ceux qui m'écrivent, là, c'est mon opinion, là, puis qui viennent sur mon Facebook puis qui me disent
Ben, j'ai le droit à mon opinion. Ben, je pense que non, c'est pas un droit à ton opinion. T'es venu chez moi, t'es venu frapper à ma porte, là. Moi, je te laisse entrer, hein. Je te laisse entrer parce que je te laisse dire des commentaires sur mon Facebook. Je te laisse me dire des choses. Puis je dis pas que je suis pas ouverte aux commentaires ou aux critiques. Au contraire, il y a des très bonnes critiques que des gens m'ont écrit comme genre « C'est pas fait pour moi, ton émission, Véronique, mais j'endosse quand même le fait que tu as du talent puis que je considère que tu as du talent, mais ton émission de télé, mettons, c'est pas pour moi. » Moi, ça, je le garde parce que c'est positif. C'est pas « Hey, je l'haïs, c'est pas bon, c'est juste de la puis moi, ça, non. Ça, je t'invite chez moi, tu viendras pas dans ma maison. Ouvrir mon frigo puis cracher dedans. Genre, puis te servir, puis de te mettre les pieds sur ma table. Tu sais, non, ça manque un peu de... Puis ce fameux droit à mon opinion, comme depuis quand que c'est arrivé cette histoire-là, j'ai le droit à mon opinion, ben oui, tu as le droit à ton opinion, mais chez toi, avec ta famille, puis peut-être avec toi-même, mais pas... Non. Est-ce que tu arrives à résister à cette envie de répondre ou justifier? C'est dur. C'est dur des fois, parce que tu aurais envie de te justifier, justement, mais à partir du moment où tu te justifies, c'est d'ouvrir le canal d'argumentation, puis que tu te rends compte que cette argumentation-là, amène à nulle part, dans le fond, parce que souvent, ces personnes-là, c'est des provocateurs ou des... Tu sais, puis ils sont pas ouverts de toute façon. À partir du moment où tu dis « j'ai le droit à mon opinion », ben je trouve qu'il n'y a pas d'ouverture de discussion. C'est pas... Je trouve que ça me donne pas l'opportunité d'échanger avec toi. Parce que là, ça va toujours revenir à « ben oui, mais j'ai le droit à mon opinion ». Ben on bute tout le temps, puis pour moi, c'est quelque chose que je déplore un petit peu des réseaux sociaux. Puis d'ailleurs, je me pose sérieusement des questions sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est bénéfique? C'est bénéfique parce que oui, on peut faire la promotion de nos choses puis tenir nos fans au courant de ce qui se passe dans nos vies, dans nos carrières. Mais après ça, sérieux, il y a un certain détachement à avoir. Dernièrement, là, avec la fameuse pandémie, je trouve que les gens sont malheureux, sont négatifs, surtout sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si tu as vécu ça, mais je trouve qu'il y a tellement de choses qui sont dites que je trouve très, 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 très dures. Donc, moi, j'évite de m'en aller sur des sentiers qui vont me faire sentir complètement mal et où est-ce que je veux aussi sentir que je peux rien faire. Ça me désole. Mais en fait, ça t'appartient pas. En fait, ça t'appartient. C'est tellement tough. Mais en même temps, ça fait des belles choses, les réseaux sociaux, parce que ça dénonce des choses puis qu'il faut qu'on arrête. Ça, pour moi, ça, j'endosse totalement cette vocation des réseaux sociaux pour dire « Wow! Ça, c'est pas correct! » Puis ça, j'endosse pleinement. Mais où est-ce que je suis pas capable? C'est justement les mauvais commentaires, les droits acquis que les gens pensent en parlant puis en échangeant sur les réseaux sociaux négativement. Ça, non, on j'embarque pas. Au début de l'entrevue, je t'ai demandé si tu te considérais chanteuse. Tu m'as répondu. Est-ce que tu te considères comme une femme d'affaires? Bien, je pense que je l'ai été par intérim, là, tu sais, parce que oui, je pense que je suis devenue une femme d'affaires, une associée quand même assez importante par mes opinions. Moi, ce qui est formidable, c'est que moi, j'ai comme un associé très, très proche de moi qui est mon conjoint. Et nous autres, notre force à moi puis Ray, c'est que lui, il a un QI très élevé. Moi, j'ai un QE très élevé. Ce qui fait qu'il y a une bonne balance dans notre façon de gérer les choses. Moi, s'il y a quelque chose qui va pas bien au sein de mon équipe, au niveau de l'émotion, je vais tout de suite le sentir, puis je vais aller lui dire. Je vais dire, je pense qu'il faut faire une intervention avec telle personne parce que je pense que ça va pas bien. Donc, avec lui, on fait un team incroyable à ce niveau-là pour s'aider. Puis lui, même chose, hein, il va me parler, il va dire, OK, voici où est-ce qu'on est rendu au niveau de notre entreprise, puis tout ça, puis les interventions que je vais faire. Puis moi, je dis toujours, OK, fais attention, les émotions, les styles et ça. Donc, je pense que je suis dans l'entrepreneuriat malgré moi parce que
c'est quand même devenu gros. Moi, quand je pars en France, ben j'ai 2 tourbus, j'ai 3 gros camions. On a à peu près... on a quoi? On a à peu près 27 personnes en dessous de Raymond puis moi qui travaillent pour nous. Ce qui fait que, oui, on est comme une mini PME sur la route. Hein? C'est ta PME. C'est une petite PME sur la route, oui. Puis, je pense que je commence de plus en plus à avoir ces réflexions-là de femme d'affaires, oui. On a chacun la définition de femme d'affaires. Pour moi, t'en es une. Tu n'es pas encore au courant, là, mais assume-le. mais pour vrai tu l'es pleinement. C'est juste qu'une femme d'affaires n'a pas besoin de tout gérer. C'est pour ça qu'il y a des équipes. C'est pour ça que tu as parlé d'associés. En fait, la terminologie que tu utilises, c'est une terminologie de gestion. Mais il y a des beaux exemples de femmes d'affaires qui m'inspirent de plus en plus, tu sais. Puis que je considère que, tu sais, être dans l'entrepreneuriat, je pense que ce serait niaiseux de penser qu'on est capable de faire tout toute seule. Je pense qu'à partir du moment où j'ai compris qu'il fallait que je m'entoure d'une équipe pour avancer, ben je pense que ça se calque au niveau de l'entrepreneuriat, tu sais, et vice-versa, tu sais. Je pense pas que toi, tu es capable de faire tout toute seule. Je veux dire, les tissus, c'est pas toi qui les tisses. Tu sais, je veux dire, on parle... Mettons qu'on parle, là, pour parler. Tu sais, moi, je suis pas capable de m'auto-éclairer. Je suis pas capable de penser à un concept. Fait que j'ai besoin de personnes qui vont m'aider à amener mon produit, entre guillemets, vers où je veux aller. Donc, j'ai besoin de ces personnes-là. Donc, oui, peut-être que oui, la définition de femme d'affaires peut s'appliquer à mon niveau. Oui, parce que je pense que je le suis si on considère tout ça étant femme d'affaires. Ben oui. Mais c'est ça. Mais j'ai pas de la difficulté à l'assumer. Mais c'est juste que dans la définition des choses, des fois, oui, j'ai peut-être plus de la difficulté à l'assumer. Merci beaucoup, honnêtement. Mais ça me fait... Merci d'avoir partagé ce moment-là avec Mais ça moi. me fait tellement plaisir. C'est le fun de parler de ça, surtout entre femmes. Je trouve que des fois, on est très critique par rapport à soi-même, puis par rapport aussi à notre genre, que je pense qu'il faut qu'on s'aide, puis il faut qu'on se parle de ces choses-là, parce que c'est important de communiquer beaucoup ces valeurs-là aux femmes, parce que je pense que l'avenir est aux femmes, sérieusement. Ça, je suis 100% d'accord avec toi. Totalement. Merci. Merci. Je termine en vous disant un gros merci d'avoir écouté cet épisode. Je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Oser Podcast. Je remercie aussi les productions Kiki vous aime pour le studio. Et je vous dis à la prochaine et je vous souhaite d'oser.